Donc, après avoir vu le syndrome d'Ouflound postérieur, donc les caractéristiques physiopathologiques essentiellement, d'accord? Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on va essayer de voir le diagnostic et le traitement. Et on va finir avec le syndrome d'Ouflound antérieur et postérieur. On va essayer de commencer. Donc l'aspect clinique de cette pathologie, elle est caractérisée par quoi? Elle est caractérisée par une évolution aiguë à subaiguë. Qu'est-ce que ça veut dire une évolution aiguë à subaiguë? Il y a des phénomènes de compensation. Quand on dit qu'une maladie a une évolution aiguë à subaiguë, qu'est-ce que ça veut dire? Très rapide, très bien. Et là, ça nous rappelle un petit peu l'évolution du syndrome d'Ouflound antérieur. Syndrome d'Ouflound antérieur, comment elle était l'évolution? Elle était subaiguë à chronique. C'est une vache que vous allez revoir à plusieurs reprises pour le même problème. D'accord? Parce que la gravité et la dangerosité, elle n'était pas aussi importante que dans le cas du syndrome d'Ouflound postérieur. Ça veut dire que lors du syndrome d'Ouflound postérieur, c'est une vache avec un phénomène aigu à subaigu, ça veut dire que ça va attirer votre attention. D'accord? La question qui va être posée, qu'est-ce qui fait la rapidité de l'évolution de cette pathologie par rapport à la première? Pourquoi le syndrome d'Ouflound antérieur a une évolution aiguë, subaiguë à chronique? C'est aigu à suraigu. Qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui fait l'évolution? Qu'est-ce qui fait la rapidité de l'évolution? Non, ce n'est pas par rapport à l'organe qui est touché. Souvenez-vous, lorsqu'on avait parlé de la gravité du syndrome d'Ouflound postérieur, il était dû à quoi? Il était dû à un phénomène hémodynamique. C'est un problème hémodynamique et qui s'installait d'emblée, au départ. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande quantité d'eau qui va être séquestrée, non seulement au niveau de la caillette, mais au niveau du rumen et au niveau du réseau. Et donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura une grande quantité de liquide qui va être extraite. Donc, elle va être extraite de quoi? Extraite de la circulation générale. Et donc, l'animal va tomber dans l'hypovolémie plus rapidement et dans le choc plus rapidement que dans le syndrome d'Ouflound antérieur. C'est ce qui fait la gravité et l'évolution de cette pathologie. D'accord? Donc, l'évolution de la pathologie, elle est aiguë à subaiguë. Pourquoi? Parce qu'elle entraîne un phénomène hémodynamique plus rapide que le premier. Et donc, qui dit phénomène hémodynamique dit hypovolémie plus prononcée, déshydratation plus prononcée, hypovolémie plus prononcée et un choc hypovolémique qui va s'installer plus rapidement que dans le cas de syndrome d'Ouflound antérieur. D'accord? Donc, c'est pour cette raison qu'on avait dit que l'évolution, elle était aiguë à subaiguë. Aiguë à subaiguë. Alors que dans le syndrome d'Ouflound antérieur, on a subaiguë à chronique. D'accord? Alors, elle est caractérisée par quoi? Par une accumulation des ingestats dans le feuillet et la caillette. On l'a expliqué dans les fêtes. D'accord? Donc, c'est un problème au niveau du pylore. C'est un problème au niveau du pylore. Donc, l'accumulation, elle va commencer au niveau de la caillette et du feuillet. D'accord? Mais il y a un phénomène de vomissement interne et le remplissage va intéresser le réseau rumen. D'accord? Réseau et le rumen. Donc, accumulation des ingestats dans le feuillet et la caillette. Au début de l'affection, la motilité et la stratification du rumen ne sont pas perturbées. C'est un petit récap. Au début de l'affection, la motilité et la stratification du rumen ne sont pas perturbées. Hein, et on avait dit pourquoi? Parce que l'alimentation continuait à l'osmo, la motricité du rumen caillé, donc la stratification n'est pas touchée. Même date, qu'est-ce qu'on aura? On a des vomissements internes successifs. Et on a parlé du phénomène de vomissement interne. C'est les vomissements. Ça veut dire que c'est le contenu de la caillette qui va être redéversé au niveau du rumen avec toute la panoplie des composants
la caillette, essentiellement le HCl. Donc HCl se retrouve au niveau du rumen et si vous vous souvenez, on a déjà fait des vidéos des indigestions. Les indigestions, on avait parlé des phénomènes moteurs primaires et secondaires. Et on avait parlé des facteurs qui influençaient ces phénomènes moteurs primaires et secondaires. Parmi les facteurs qui vont éliminer et qui vont inhiber les phénomènes moteurs primaires et secondaires, c'est l'acidité au niveau du rumen. Et on avait parlé d'AGV, qui est le taux d'AGV plus de 30%, il y a inhibition des phénomènes moteurs primaires et secondaires. Là, ce n'est pas un problème d'AGV, ça c'est un problème d'HCl, c'est une acidité. Et donc il va faire le même effet que l'augmentation des AGV. Lorsque le HCl se retrouve au niveau du rumen, sa motilité diminue. Et donc il y a des phénomènes moteurs primaires et secondaires qui vont disparaître. Et la disparition des phénomènes moteurs, qu'est-ce qu'elles vont faire? C'est comme si que le rumen devenait une grande cuve amorphe, qui ne se contracte plus. Et donc, qu'est-ce qu'il va y avoir? Toute la stratification physiologique, elle va disparaître. Et qu'est-ce qu'on aura? On aura contenu liquide généralisé au niveau du rumen. D'accord? Son contenu se liquéfie à cause des vomissements internes. Et là, nous allons avoir l'installation de la déshydratation. Alors, quel type de déshydratation? Extracellulaire? Uniquement. Uniquement. Sûr. Si elle est extracellulaire, la déshydratation extracellulaire, c'est une déshydratation caractérisée par une déshydratation extracellulaire avec hyperhydratation intracellulaire. C'est-à-dire la déshydratation extracellulaire. D'accord? La déshydratation intracellulaire, soit une intracellulaire avec conservation du volume extracellulaire, et là on va parler d'hyperhydratation extracellulaire et de déshydratation intracellulaire, l'apport de sel, où là les problèmes rénaux. Donc c'est les œdèmes. D'accord? Avec déshydratation intracellulaire. Qui connaît une déshydratation intra et extracellulaire, on parle de global. On parle de global. Alors là, je vais vous donner une information rapide. Les classifications des déshydratations extracellulaires, intracellulaires, globales, ils sont à but didactique. C'est pour les étudiants qui connaissent la déshydratation intracellulaire, extracellulaire. Ça fait les réalités du terrain. Toutes les déshydratations, parce qu'il y a des phénomènes de mouvement liquidien. D'accord, mais ils ne vont pas s'arrêter. D'accord? Et donc, toutes les déshydratations, ils vont aboutir vers une déshydratation globale. D'accord? Toutes les déshydratations extracellulaires au départ, ils vont être automatiquement vers la globale. Ils vont et donc, on aura une déshydratation de type global. Pourquoi il faut savoir le type de déshydratation dans ce cas? Allez, bien sûr, parce que si on ne connaît pas le type de déshydratation, quel est le type de liquide qu'on va utiliser? Du n'importe quoi. Maintenant, pourquoi la déshydratation elle est de type extracellulaire? Est-ce qu'elle est extracellulaire? Est-ce qu'elle est globale? L'étiologie. L'étiologie, c'est quoi? Formation du troisième secteur. Très bien. Et là, avec formation du troisième secteur, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir des échanges électrolytiques qui vont s'installer automatiquement. Parce que ce troisième secteur, il va jouer un rôle de secteur. Et donc, s'il est pauvre en sodium, il va appeler l'eau avec du sodium. Et qu'est-ce qu'on aura par la suite? On aura hypotonicité du milieu extracellulaire avec, quand le milieu est hypotonique, les liquides vont vers la cellule. Et qu'est-ce qu'on aura? On aura une déshydratation extracellulaire avec hyperhydratation intracellulaire. D'accord? Hyperhydratation intracellulaire. Donc le type de déshydratation, dans ce cas, il est extracellulaire.
Surtout comment on raisonne. C'est comme ça qu'il faut raisonner. L'étiologie, qu'est-ce qu'elle a fait? Les pertes, est-ce que les pertes, c'est plus d'eau que d'électrolytes? Ou là, les électrolytes plus que l'eau? Ou là, kiff kiff. Si les pertes sont hypertoniques, le milieu devient hypotonique. Si les pertes sont hypotoniques, le milieu devient hypertonique. D'accord? Si les pertes sont isotoniques, le milieu reste isotonique. Rapidement. D'accord? C'est bon. Donc, installation d'une déshydratation et l'installation de l'alcalose métabolique. L'alcalose métabolique, on avait eu un cas très intéressant où l'un de nos camarades a essayé de traiter le syndrome d'Oufloun postérieur avec du bicarbonate. Parce que, comment elle a réagi? Elle a réagi autant que acidose, accumulation de HCl. Cet HCl va partir au niveau de la circulation générale et il va entraîner un problème d'acidose. Alors que c'est fou. L'alcalose dans ce cas, elle est due à quoi? Très bien, c'est l'accumulation de HCl au niveau du troisième secteur. D'accord? Cet HCl, physiologiquement, il devait partir au niveau du duodénum pour être scindé en deux, le H+, et le Cl-. D'accord? Donc, il n'y a pas de réserve acide, et donc automatiquement, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir perte en réserve acide. C'est l'une des étiologies de l'acidose métabolique. D'accord? Deuxième étiologie, c'est quoi? C'est l'alcalose hypochlorhémique. Et on avait parlé de l'alcalose hypochlorhémique comme étiologie de l'alcalose, et on avait parlé de l'électroneutralité du milieu, plus donc moins de Cl-. Donc l'organisme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de faire augmenter ces bicarbonates, les charges négatives, et c'est les charges, donc bicarbonate, et pour garder l'électroneutralité. Donc les deux phénomènes vont s'installer simultanément. Les pertes en H+, et l'augmentation des bicarbonates suite à l'hypochlorhémie. C'est pour cette raison qu'on parle d'alcalose hypochlorhémique. Alcalose hypochlorhémique. Et on avait parlé que le fait de mesurer les chlorures du jus du rumen pouvait nous différencier entre le syndrome d'Oufloun antérieur et le syndrome d'Oufloun postérieur. Donc, imaginons, vous arrivez, vous avez un cas de pompoir, et là, vous êtes, est-ce que vous êtes devant un cas d'un syndrome d'Oufloun antérieur, d'un syndrome d'Oufloun postérieur? C'est facile. Jus de rumen, déjà l'acidité. Hein, on avait parlé d'acidité, voilà, qui avoisine les 2-3. En plus de ça, la teneur en chlore. La teneur en chlore. Donc vous êtes sûr qu'avec les deux mesures Radoma, vous êtes devant un cas de syndrome d'Oufloun postérieur. Sémiologie. C'est une technique sémiologique. Voilà. Donc, pour avoir le jus de rumen, on peut procéder par deux techniques. La première, c'est la sonde osophago-gastrique. La sonde osophago-gastrique. Donc, sondage oesophagien, le rumen, on retire une petite quantité. Ça, c'est la première technique. Les avantages de cette technique, facile, pas cher, non traumatique, facile, ça devient rapide. Zéro. Sans risque. Pour l'animal, facile. Le sondage, le sondage il est difficile. Le sondage. On a vu déjà. Très facile. Le sondage est très facile. Il n'est pas cher. C'est une sonde. D'accord? Non traumatique, avec un bon technicien qui sait faire le sondage, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de traumatisme. D'accord? Et sans risque pour l'animal. Sans risque pour l'animal, parce qu'on va voir la deuxième technique, il y a un risque pour l'animal. La deuxième technique, c'est la ponction abdominale. D'accord? La ponction abdominale. Alors, qui a la ponction abdominale, à quel niveau elle se fait la ponction abdominale?
Donc, premier, c'est le côté gauche. Est-ce qu'elle peut se faire au niveau de la ligne blanche? Est-ce qu'elle peut se faire au niveau de la ligne paramédiane gauche? Rumen. Le rumen, il occupe la partie totale du flanc gauche. Ça veut dire une partie dorsale, une partie intermédiaire ou une partie ventrale. Ce qui nous intéresse, nous, est-ce que c'est le don gazeux? Est-ce que c'est le don gazeux? Non. Est-ce que c'est le pont de fourrage? Non plus. Non. D'accord? Donc c'est la partie ventrale qui nous intéresse. D'accord? C'est la partie ventrale. Donc logiquement, pour avoir un effet de gravité et pour avoir une aspiration très très importante et plus rapide, nous allons par la voie ventrale. D'accord? Il va se vider complètement. Allez, il va se vider complètement. C'est des aiguilles. C'est pas un trocade. C'est une aiguille. Diamètre, c'est entre 18 et 16. Entre 16 et 18. G. D'accord? Entre 18 et 16. Agda. Du dos avec une seringue. Donc, généralement, on aura besoin de 10 à 20 cc. Donc, d'accord? Et on retire le liquide tana. Plus facile. Gravité, hala, bien, là. Ok. Alors, qu'est-ce qui empêche? Lorsqu'on fait la technique par la voie ventrale, qu'est-ce qu'on risque? On risque, au moment de la ponction et au moment du retrait, aussi il y a un effet de gravité. Et donc du liquide ruménal va sortir du rumen vers le péricole. Par effet de gravité. D'accord? Mais la nature, elle est faite comme ça. D'accord? Donc, si on fait le retrait carnal par voie ventrale, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir du liquide qui va sortir du rumen vers le péritoine. Et ce liquide, il est riche en quoi? Il est riche en microflore. C'est du liquide aseptique, c'est des bactéries qui vont se retrouver au niveau du péritoine. Donc, péritonite, et c'est pour cette raison qu'on lève sans risque dans l'animal, dans un premier temps. Donc, d'après vous, comment va se faire la ponction au niveau du rumen pour le liquide ruménal? Latéro-ventral. 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 Hein? Qu'est-ce qu'on veut? On veut arriver au lac du rumen. Mais au lieu d'arriver par le haut, nous allons perpendiculairement. Donc qu'est-ce qu'on fait? Nous allons perpendiculairement, directement. D'accord? Ça veut dire que nous avons des repères. Les repères qu'on a. On a le côté gauche. D'accord? Côté gauche. Donc le repère qu'on a, c'est le creux du flanc gauche. D'accord? Ok? Creux du flanc gauche. Une main. Deux mains. Creux du flanc gauche. Une main. Deux mains. La deuxième main, on pique. C'est bon? On va la voir, Inch'Allah. On va les cliniques. D'accord? Donc, un travers de main. Flanc gauche. Loué. Deuxième. D'accord? Non, mais nous allons directement, perpendiculairement. Perpendiculairement. Mais nous allons d'une façon ventrale. Perpendiculairement. Directement. Le côté gauche, nous allons perpendiculairement. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va tomber sur le liquide
ruménal, on va retirer, et lorsqu'on retire, est-ce qu'il y a un risque de sortie? Ce n'est pas le même risque que par la voie ventrale. D'accord? Il y a un risque quand même, mais il est minime par rapport à la voie ventrale. Ok? Bien sûr, la ponction doit être faite dans les mesures d'asepsie, on nettoie, on rase, on fait le... D'accord? Maintenant, bon, je sais qu'il faut avoir une vache devant nous pour bien comprendre. Donc on va essayer de voir, oui. Hein. D'accord? Donc on va essayer de voir, Inch'Allah, lorsqu'on sera en clinique. Donc, ce qui nous intéresse au cas, c'est que de savoir que la mesure des chlorures du jus de rumen et l'acidité au niveau du rumen va nous orienter dans le diagnostic différentiel entre l'antérieur et le postérieur. L'antérieur, est-ce qu'il y a une augmentation des chlorures au niveau du rumen? Non, il n'y a pas de vomissement interne. D'accord? Même l'acidité me cache. L'acidité me cache. Alors que là, c'est une acidité qui est due à l'accumulation de HCl d'une part, et d'autre part, l'augmentation des chlorures au niveau du liquide rumen. D'accord? Diminution de la matière fécale plus accentuée que lors d'indigestion vagale antérieure, c'est-à-dire qu'on a déjà, plutôt. Pourquoi? Pas de passage carrément dans ce cas. Parce que l'antérieur, la caillette et le feuillet travaillaient dans un premier temps. D'accord? Et ils arrivaient à éliminer le maximum de matière fécale. Mais dans ce cas, c'est un arrêt total. Et là, vous aurez, lorsque vous faites un examen transrectal, comme l'examen transrectal, il n'est pas fait uniquement pour le diagnostic de gestation. L'examen transrectal, il fait partie des moyens diagnostiques. Ça, lorsque vous faites un examen transrectal et vous ne trouvez aucune matière fécale, il y a une obstruction antérieure. Il y a un problème de passage. Il y a un problème de passage. De passage de quoi? Soit des années, soit de Très bien. Comment on appelle le signe palpation transrectale lorsqu'on est devant un cas d'arrêt du transit? Vous introduisez le bras, vous le faites sortir soit vide, soit avec du mucus au niveau du gant. Aussi, c'est le signe, c'est le signe du bras positif. Donc, il y en a qui comme un rapport. On compte comme signe du bras positif. Qu'est-ce que vous allez comprendre? Qu'il y a un problème de transit. D'accord? Vous introduisez votre main et vous allez avoir des matières fécales sèches. Quelle est votre interprétation? Non, vous êtes devant un cas. Vous introduisez votre main et vous recueillez des matières fécales sèches. Quelle est votre interprétation? Surtout le transrectal, c'est un monde. Et Rosenberger a écrit 9 pages uniquement l'examen transrectal. C'est celui qui a écrit l'examen clinique des bovins, la Bible qu'a la sémiologie. Il a été écrit en 1979. Gustave Rosenberg. D'accord? Il y a un autre livre aussi que je vous conseille de lire. C'est en anglais. C'est Cattle Medicine. Cattle Medicine. La 4e édition vient d'apparaître. Moula Hatani, c'est un anglais, Matt. Il est mort. D'accord? Donc, matière fécale sèche. Là, on parle de quoi? On parle d'assèchement des matières fécales. Et parmi les étiologies de l'assèchement des matières fécales, nous avons le syndrome d'Ouflund antérieur. Nous avons l'impaction du rumen, l'impaction de la caillette. Les indigestions, en général, ils sont caractérisés par des matières sèches.
sèches, par des matières fécales sèches. D'accord? Les indigestions en général. Ok? Le cas contraire, vous introduisez votre main et vous avez du liquide. On a du liquide. La matière fécale, elle est subdivisée en plusieurs bouses molles, très molles, diarrhéiques. D'accord? Et là, on va parler de quoi? De matière fécale pâteuse, de matière fécale diarrhéique. Et on va faire la part des choses. C'est les diarrhéiques. Quel est le cas le plus intéressant? L'acidose lactique du rumen. Attention, je suis l'adulte. Je suis le veau. Le veau, il n'y a pas de transrectal. Je suis diarrhée néonatale. Je suis comme frénile diarrhée néonatale. Non. C'est la neuf l'adulte. Transrectal, c'est l'adulte. D'accord? Donc si on fait un transrectal chez un adulte et on retrouve des fesses diarrhéiques, bien sûr associées à des signes. On a aussi des diarrhées d'origine infectieuse. Nous avons des diarrhées d'origine infectieuse. D'accord? Mais le plus important, c'est la consistance des matières fécales. Elle va nous orienter, elle va nous aider sur l'étiologie des habin. D'accord? Non? Ne négligez jamais l'examen des matières fécales et transectales. Dans ce cas, nous avons de la matière fécale qui est absente généralement. Le syndrome d'Oufloun postérieur, directement, vous faites votre transrectal et il n'y a pas de matière fécale. Ou peu de matière fécale. Pourquoi? Parce que l'arrêt, il est bas. L'arrêt est bas, vers le pylore. Et donc la formation de matière fécale, elle est inexistante. Ça, c'est un signe qui va nous aider dans l'orientation de notre diagnostic quand il s'agit de syndrome de Flood postérieur. D'accord? On dit aucune des étiologies. Je suis allé à la pathogénie du syndrome de Flood postérieur. C'était quoi? C'était un problème au niveau du pylore. Nous avons des problèmes du pylore. Quels sont les problèmes? Quelles sont les étiologies qui pouvaient entraîner un problème au niveau du pylore? Obstruction, occlusion ou autre chose. Première des choses, c'est des étiologies qui vont entraîner l'arrêt du transit dans l'orifice pylorique, qui peut être dû soit à une obstruction du pylore par un corps étranger, obstruction du pylore par un corps étranger, d'accord? Alors, ce corps étranger peut être quoi? Mailhach. Sachet plastique, c'est au niveau de l'oro. Voilà. De l'oro. Alors, quels sont les différents corps étrangers qui peuvent entraîner l'obstruction du pylore? Généralement, les corps étrangers hauts n'arrivent que rarement, très rarement, jamais, parce que mais il n'arrive jamais au niveau du pylore. Parce que avant d'arriver au pylore, je veux dire que c'est l'oro. Monsieur, les petits corps étrangers qui s'accumulent. Les petits corps étrangers qui s'accumulent. C'est-à-dire, c'est-à-dire, pourquoi ils ne se sont pas accumulés au niveau de l'oro, ils sont accumulés au niveau du pylore? Oro. Pourquoi ils ont choisi le pylore? L'enfant, il joue aux intestins. Problème de digestion il va aboutir à l'accumulation d'une petite partie. سمعتوه ولا ما سمعتوش؟ عاود. Peut-être que c'est des phénomènes qui vont s'installer après des phénomènes d'indigestion au niveau de la caillette. Et c'est au niveau de la caillette, ils forment ou ils disent au niveau du pylore, ils vont l'obturer. C'est logique. Ça. هادو عندهم اسم. واش يسموهم؟ Voilà, ils sont les trichobézoares, les phytobézoares.
d'origine gastrique et non pas d'origine ruménale. Parce que qu'il y a deux, qu'il y a les trichobézoars et les phytobézoars d'origine gastrique, c'est quoi? C'est des phénomènes où il y a des corps étrangers, d'accord, qui se forment au niveau de la caillette, ils s'agglutinent et en passant le pylore, ils vont entraîner son obstruction. Alors les phytobézoars et les trichobézoars d'origine gastrique, c'est pour les différencier des phytobézoars et des trichobézoars ruménales. Ils se nomment les entérolithes. Très bien. Lithiase. Entérolithe. Lithiase. Entéro, c'est intestin. D'accord? C'est les phénomènes d'entérolithe. Les entérolithes, qu'est-ce que c'est? Comme c'est des boules. D'accord? Des boules qui sont capables d'obturer le pylore. Allez, c'est le premier, c'est les corps étrangers. D'accord? C'est les corps étrangers. Est-ce qu'il y a un autre phénomène qui peut entraîner l'obturation du pylore? C'est les tumeurs, par exemple. Et les tumeurs, soit intraluménales, soit extraluménales. Les tumeurs, on fait. D'accord? Une tumeur qui se développe au niveau du pylore ou là au niveau du périmètre péripylorique. Et donc, soit c'est des phénomènes de carcinome à l'intérieur de la paroi, donc qui vont entraîner l'obstruction, ou les péri qui vont entraîner la pression. Qui vont entraîner la pression. D'accord? Donc, deuxième étiologie, c'est les tumeurs. D'accord? Les abcès. Les abcès. Soit les abcès, généralement, ce sont des abcès surtout péripyloriques. D'accord? Péripyloriques. Aux alentours du pylore. Hada, c'est l'étiologie la plus probable. Je dirais, c'est l'étiologie à 80%. Il y a l'étiologie, c'est le déplacement de la caillette à droite. Le déplacement de la caillette à droite. La caillette déjà winjaya, physiologiquement. La droite. Oui, la droite, elle est كبيرة وعريضة.